Un combat à l'épée ou avec n'importe quelle autre arme au Moyen Âge, ça résulte en des blessures, des risques, de l'adrénaline, du danger, puis des techniques qui servent à s'adapter à ça. Puis aujourd'hui, on va parler en quoi des règles de GN changent un peu la logique de ce qui se passerait réellement dans un duel, mais aussi comment on peut adresser ça. Parmi les choses qu'on va souvent voir en GN qui est assez commun, premièrement, c'est des règles qui vont interdire pour des raisons de sécurité les coups à la tête, les estocs, mais on va avoir aussi des règles comme la présence de points de vie qui vont influencer la durée d'un combat, à quel point on peut se permettre de prendre des risques, etc. Toutes ces règles-là ont chacune leurs avantages en termes d'abstraction, puis leurs faiblesses en termes de réalisme. Donc, quels sont les principaux artefacts qu'on va voir avec des règles de GN? Premièrement, c'est que dans la vraie vie, puis ça, le GN a quand même ça de bon, c'est que ce n'est pas une si grande certitude que ça de savoir ça va être quoi l'impact qu'un coup d'épée ou un coup de masse ou un coup de hache ou un estoc de lance va avoir sur un combattant. Ce qu'on surestime souvent, c'est à quel point c'est facile de faire ces choses-là. Les armures, premièrement, ont énormément de valeur en combat, si on parle d'un point de vue réaliste, ce qui fait que beaucoup des attaques qu'on va subir vont être en fait très mitigées, voire invalidées complètement, pendant que plusieurs coups d'épée qu'on va faire, surtout avec des armes qui sont complexes à manier, comme justement l'épée, le sabre, etc., beaucoup de coups portés avec ces armes-là n'auront pas autant de valeur que ce qu'on est habitué de voir dans les films où un héros peut avancer puis trancher en pièces ses adversaires. Donc, en GN, on vient rajouter des points de vie, ce qui rajoute un certain niveau de réalisme parce que si on peut encaisser plusieurs coups, on prend pour acquis que l'adversaire contre qui on se bat, il est possible qu'il ne frappe pas si bien ou qu'il soit malchanceux, frappe une pièce d'armure, frappe dans un mauvais angle, etc. Pourquoi? Parce que trancher net nécessite une arme qui est déjà très tranchante, nécessite un très bon angle d'enlignement dans l'attaque, parce que le moindre changement dans l'angle entre le tranchant et le reste de la lame peut résulter en une coupure superficielle, puis un coup qui va être plus comme une grosse claque avec une épée, jusqu'à même des coups de plat qui ont une valeur parfois intéressante selon la cible visée. Par exemple, les tentes peuvent quand même être efficaces. Et par autre fois, aucune valeur, parce que recevoir un coup de plat dans le bras, ça va peut-être vous laisser un bleu si vous n'avez vraiment pas de protection, mais autrement, vous allez être indemne. Les points de vie sont un système intéressant qui permettent de créer une certaine abstraction où on ne peut pas prendre en compte que notre coup va tuer l'adversaire et on peut prendre en compte qu'on ne mourra pas. L'artefact quand même vicieux que ça fait, cependant, c'est qu'un joueur qui est très conscient de sa valeur de points de vie puis des mécaniques de jeu qui impliquent les dégâts maximaux d'une arme d'un adversaire, va pouvoir agir d'une façon qui ne serait pas forcément réaliste ou souhaitable en combat. Il y a bien sûr des guerriers qui sont suicidaires, qui sont prêts à se manger des coups pour accomplir leur objectif, que ce soit par stupidité, par honneur, par dévotion envers la cause. Mais la plupart des gens tiennent à revenir chez eux, du moins c'est leur souhait idéal, suite à un conflit. Donc, même si j'ai un certain niveau de protection, tout ça, ça ne veut pas dire que je vais être très à l'aise de plonger en cotte de maille au milieu d'un affrontement puis de me manger une pelletée de coups parce que la réalité, c'est qu'un seul adversaire qui profite du fait que je suis préoccupé et que mon attention est ailleurs pourrait réussir à faufiler un estoc dans une faiblesse de mon armure, pourrait réussir à utiliser une arme qui est très bonne dans mon armure comme un bon marteau de guerre, un bec de corbeau, etc., puis me traverser puis m'avoir de façon grave, voire fatale immédiatement. Donc, en fait, il y a toujours un risque, surtout si les adversaires contre qui je me bats ont entre leurs mains de bonnes armes et des compétences adéquates, que je me fasse blesser gravement ou tuer du premier coup quand même. Je sais pas parce que je sais qu'en général, ma cote de maille va me protéger puis qu'un coup ne me tuera pas, que je vais être game d'aller me jeter sous les assauts de l'adversaire à ce point-là. Or, en GN, ce qu'on va voir beaucoup, c'est des combattants justement qui disent OK, j'ai 18 PV, l'ennemi moyen frappe de 2, donc je peux manger 9 coups. Je me permets de rentrer ici, je mets le pied dans la place, puis bang, j'attaque, puis tout ça, puis je me mange des coups, puis je fais le plus de morts possible. Ça peut être valide stratégiquement, ça peut être valide martialement, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chances dans un contexte où plusieurs adversaires vous frappent en même temps, qu'il y en ait un, en fait, qui profite de tout ce chaos-là pour porter le bon coup au bon endroit puis vous tuer d'un coup sec. Ce système de PV-là, encore plus irréaliste lorsqu'il n'inclut pas la présence de beaucoup d'armure, crée des habitudes que les combattants sont prêts à se manger disproportionnellement plus de coups qu'ils le seraient dans la vraie vie. Puis ça, c'est une situation où on a un artefact irréaliste, justement, parce que les gens vont souvent vouloir faire attention à leur santé, à leur armure, selon la situation. Bien sûr, certains GN peuvent adresser ça en disant que les halbardes frappent de X dégâts dans un système où les gens ont peu de points de vie, même s'ils sont en armure, mais ça crée aussi, ça peut aussi créer l'effet inverse de une cote de maille ne vaut pas grand-chose en comparaison à ce qu'elle vaut dans la vraie vie. Il y a beaucoup de GN, par exemple, vont dire ben, une cote de maille te donne 2 points de vie de plus, qui est grosso modo un ou deux coups, alors que la réalité, c'est qu'une cote de maille contre une épée va pouvoir encaisser énormément de coups, surtout si le combattant se défend bien. Fait que cette mécanique-là
créent un artefact, c'est-à-dire des combattants qui vont se battre d'une façon qui est très suicidaire et peu réaliste, parce que ce qu'ils font dans les GN avec leur point de vie ne serait pas nécessairement applicable ni durable dans la vraie vie, d'un extrême à un autre. Il pourrait être chanceux de se battre contre des miliciens avec juste des clubs qui ne lui feraient rien contre sa cote de mer, et inversement tomber contre un albardier qui lui descend un coup dans la clavicule puis qui le couche d'un seul coup. Deuxième élément de règle qu'on a qui crée des artefacts, c'est le fait de se battre avec une interdiction de coup à la tête. Ça, souvent, ce que ça a comme effet pernicieux, c'est que les gens, en fait, vont descendre la hauteur du combat. Dans un vrai affrontement où ce que les coups à la tête peuvent arriver, on va avoir généralement tendance à avoir une garde qui est beaucoup plus haute pour protéger nos parties plus vitales comme notre torse ou notre tête, alors que lorsque la tête ne fait pas partie des cibles, et même que certains GN interdisent les coups verticaux dans le haut du corps à cause du risque de coup à la tête, on se retrouve que le duel descend. Donc les gardes deviennent plus basses, les postures deviennent souvent plus basses aussi, puis on se retrouve dans une situation où tout le combat se passe très très bas, alors que dans la vraie vie, c'est pas quelque chose qui va se produire, parce qu'en général, on va prioriser justement de maintenir en bon état nos parties vitales, donc les gardes vont avoir tendance à être plus hautes, plus sécuritaires. Cet élément-là a deux effets vicieux. Le premier, c'est que déjà chez des combattants qui sont dans une escrime médiévale réaliste, où ce qu'ils peuvent se stocker au visage, se frapper à la tête, etc., déjà on fait tous un peu trop cette erreur-là de garder nos gardes trop basses. Puis ce que ça fait, c'est que déjà on s'expose à des dangers. Parce que la réalité, c'est que même si on tient notre garde basse, généralement nos mains et nos avant-bras vont être quand même attaquables d'en dessous et on va rajouter qu'ils sont attaquables de par-dessus. Et en plus, si on se fait attaquer dans le haut du corps, on va quand même au final devoir monter notre garde très haute pour se protéger. Donc tout ce qu'on fait, c'est permettre à nos adversaires de nous attaquer en dessous puis par-dessus, et même de nous attaquer tellement loin de notre garde qu'on est en danger. Puis même si la tête n'est pas disponible, tenir votre garde à niveau de votre ventre ou de vos jambes, c'est pas gagnant. Parce qu'un coup qui va arriver dans votre épaule, dans le haut de votre bras, vous allez quand même devoir faire un grand mouvement pour remonter, vous protéger. Puis ce mouvement-là, ben, va vous coûter du temps sur lequel l'adversaire peut compter. Fait que la réalité, c'est que même si la tête est moins disponible, puis même si c'est vrai qu'il faut vous permettre de baisser un peu votre garde, ultimement, les gardes sont déjà faites dans la plupart des cas pour protéger la cible à laquelle un adversaire moyen va se rendre le plus, c'est-à-dire les épaules de votre adversaire. Pourquoi? C'est une question de géométrie que je vais élaborer plus loin, mais essentiellement, votre portée optimale est à la hauteur de votre épaule quand vous tendez votre bras avec votre arme. Ça veut dire que si vous êtes à taille égale, c'est plus valide pour vous de frapper les pectoraux, si on parle du torse ou de la tête, que de frapper la tête ou de frapper le ventre ou les jambes, parce que la diagonale fait qu'on sacrifie de la portée vers les cibles en question. En théorie, si vous battez contre quelqu'un de la même grandeur que vous, en GN, même si ça n'a pas de quoi à la tête, la cible réaliste que vous devriez frapper, de toute façon, ce serait le haut du corps, les épaules, à la limite les biceps, puis tout ça sur votre adversaire. Ce qui veut dire que les coups ont plus de chances d'arriver à cette hauteur-là si votre adversaire sait bien se battre. Puis donc, si vous ne mettez pas votre garde à cette hauteur-là, vous avez plus de chemin à faire pour vous protéger. Pendant qu'en théorie, si vous gérez bien votre distance, vous restez assez loin, les coups ne se rendront pas dans le bas de votre corps, puis il ne peut pas l'en faire dans le haut du corps. Donc ça, c'est un artefact bizarre que comme on n'a pas de quoi à la tête, on se permet comme un pied de plus de jeu, alors que déjà des combattants dans une situation réaliste baisseraient leur garde plus que nécessaire, puis s'exposeraient plus que nécessaire. Un autre artefact qui est intéressant, que je vais parler dans la prochaine vidéo, c'est la prédominance des boucliers en combat et une utilisation qui est relativement ridicule en fait ceux-ci. C'est-à-dire que les gens souvent ont tendance à dire ben, je peux pas me frapper à la tête, fait qu'ils se cachent complètement derrière leur bouclier, ils sont relativement en sécurité par cette protection-là, puis leur tête dépasse. Puis c'est pas grave. La réalité, c'est que dans du combat, la posture de bouclier qu'on va avoir va servir à défendre quand même notre tête, ou sinon, on va avoir une posture d'épée qui va servir à défendre notre tête pour se protéger adéquatement. On voit ce genre d'artefact-là aussi dans certains groupes de combats vikings où ils ont juste le droit de frapper les endroits qui ont de l'armure directement, c'est-à-dire comme le torse, le casque, puis ils n'ont pas le droit de frapper les avant-bras, fait qu'ils se tiennent avec leur bouclier, puis ils tiennent leurs bras par-dessus. Leur épée vient faire une courbe qui les protège, puis leurs bras ne comptent pas comme une cible, ils n'ont pas le droit de le frapper. Fait que ça crée des artefacts encore plus bizarres parce que c'est comme une armure infinie avec ton bouclier en avant de toi. Mais en GN, ce phénomène-là est un peu moins présent, mais est quand même important parce que la réalité, c'est que dans un combat, une bonne partie du jeu avec un bouclier va viser de essentiellement soit prendre un adversaire incompétent puis de lui faire cacher ses yeux avec un coup d'épée pour qu'il se cache avec son bouclier pour se protéger puis qu'on puisse frapper ailleurs, ou de réussir à contourner la défense de son épée vers sa tête alors qu'il essaie de se défendre avec son arme de main pour éviter de se cacher les yeux. On se retrouve dans une logique, qu'on entend ça beaucoup de GN. Ouais, mais dans un combat contre un bouclier, il faut que tu réussisses à contourner son bouclier. Puis c'est un peu de la bullshit parce que martialement, en fait, vos jambes vont toujours bouger moins vite que vos mains. Okay? Si vous essayez juste de faire des tests, là, vous êtes capable de bouger votre main plus vite quasiment que vous êtes capable de le regarder. Puis pas grand monde, à part peut-être un athlète olympique de taekwondo, va être capable de faire des mouvements de jambes si vite que ça. Puis encore là, on va parler de coups de pied qui vont claquer dans l'air, pas de coups qui sont chargés du poids d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que contourner le bouclier,
demande au combattant qui veut attaquer le porteur du bouclier de faire des déplacements avec ses jambes plus rapidement que le combattant qui porte le bouclier va pouvoir tout simplement bouger ses mains pour placer le bouclier en place. Ce qui est martialement très peu probable. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, et on peut profiter de contexte d'autres adversaires, de déconcentration, mais ça reste qu'ultimement, le combattant avec un bouclier est vraiment dans une zone où il est vraiment disproportionnellement fort comparé à la vraie vie. Oui, en GN, on va avoir parfois des compétences pour briser les boucliers, des systèmes qui vont permettre de se donner des avantages ou autres, mais ultimement, même avec ces systèmes-là qui vont arriver généralement moins souvent que tout ce qu'on préfère arriver à l'épée, on se retrouve dans un système de combat où le bouclier est disproportionnellement plus efficace qu'il l'était déjà, et il l'était déjà énormément. Fait qu'est-ce qui est faisable de faire pour du combat de GN? Ben, ça va être soit d'aller dans des systèmes de règles qui vont compenser le fait qu'on ne peut pas frapper à la tête, soit de mettre des règles de GN qui vont forcer l'existence de boucliers plus petits, donc d'interdire de gigantesques pavois qui n'ont aucun des désavantages réels qu'ils ont en GN parce que justement, ben, on est en GN. Soit d'interdire les boucliers complètement, ce qui n'est pas vraiment cool parce que ça enlève aussi sa part de réalisme parce que les boucliers étaient dominants sur des champs de bataille, surtout dans le Moyen-Âge plus ancien, pour une bonne raison. Mais c'est un élément qu'on doit avoir en tête que les combats de GN encouragent fortement la présence du bouclier, encouragent des tactiques de combat qui sont pas vraiment valides, c'est-à-dire de dire ah, je vais essayer de me déplacer plus vite avec mes jambes que mon adversaire peut bouger le bouclier. C'est vraiment une recette pour la mort dans du combat qui est sérieux. Donc, c'est un des enjeux qu'il faut adresser, en plus d'encourager les combattants à juste laisser leur tête sortir et être en danger, ce qui est genre instinctivement la cible qu'on devrait viser dans ces situations-là. Il faut vous rappeler des éléments qui sont les plus importants. Conservez votre combat le plus sécuritairement possible. C'est pas parce que vous avez beaucoup de PV que ça vaut nécessairement la peine de sacrifier vos ressources. Vous voyez vos points de vie comme vos ressources, comme vous verriez des doigts puis des parties de votre corps comme des ressources. Considérez que si vous faites un combat qui est intelligent, vous pouvez vous battre de façon sécuritaire comme si votre vie était vraiment en danger et qu'elle pouvait finir en un seul coup d'épée. Puis profitez du fait qu'en GN, ben, vous avez essentiellement des occasions de vous reprendre si vous perdez des points de vie. Fait qu'en vous battant comme ça, plutôt que d'utiliser vos points de vie comme une capacité de ne pas mourir, vous pouvez utiliser vos points de vie comme plusieurs chances de bien vous battre. Et ça va vous rendre très dangereux parce que vous êtes capable de frapper plusieurs fois un adversaire sans être touché, ce qui va mettre les mathématiques de votre bord. Donc, reprenez un combat qui est prudent. Comptez pas sur vos PV en disant ah, je ne mourrai pas avant tant de coups de toute façon. Même si ça peut être valide tactiquement parce que le méthode GN vous le permet, c'est pas vraiment de toute façon très roleplay et en plus, c'est pas une façon qui serait très réaliste de faire dans la vraie vie. Sauf si on est dans une armure quasi indestructible contre des adversaires qui n'ont pas d'armes pour, mais ça, j'en parlerai dans une vidéo sur les armures. Deuxième élément, niveau garde, conservez votre garde assez haute pour que lorsque vous vous battez, vous puissiez encore défendre le haut de votre corps, puis concentrez vos attaques sur des cibles plus hautes. Arrêtez de descendre votre garde parce que le combat se passe plus bas. C'est à vous de décider. Vous pouvez imposer votre adversaire de vous tenir juste assez loin, hors de portée, pour qu'il ne puisse pas se rendre à vos parties les plus basses, puis de vous battre toujours plus haut pour qu'à chaque fois qu'il vous frappe bas, il s'expose. Ça revient sur de quoi de pas si pire. Fait que même si la tête n'est pas une cible, 90% d'un jeu réaliste peut être quand même maintenu en gardant cette attitude-là. Et finalement, avec les boucliers, on va vraiment parler, parce que là, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe à partir de là, parce qu'il enlève carrément martialement la quasi-totalité de ce qui est possible de vraiment faire dans un combat dans les règles classiques de GN. Donc, on va faire une vidéo là-dessus plus tard. Merci d'avoir visualisé notre vidéo. On rajoute une petite portion sur le fait qu'on a un Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est 5 tiers d'abonnement qui te permettent d'avoir des vidéos exclusives en avance, d'avoir nos propres cours, une évaluation de fin d'année pour savoir ce que tu en trouves ou ce qu'on te donne des commentaires personnalisés. Même du coaching jusqu'à un certain point si tu t'inscris dans les niveaux les plus hauts. Fait qu'on te coach en privé avec des vidéos que tu nous envoies mensuellement et des commentaires qu'on fait sur ce que tu fais. Puis dans les plus hauts niveaux, on rajoute même le fait d'avoir un intensif. Fait que tu te retrouves à avoir une formation d'une valeur d'environ 400$ à la fin d'une année d'abonnement pour beaucoup moins que ça. J'espère que tu vas nous rejoindre et qu'on va pouvoir avoir du fun ensemble pour aller encore plus loin que nos vidéos sur YouTube. Salut!